Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de la RDC, émission au cours de laquelle nous allons décortiquer deux sujets d'actualité, à savoir le mémorandum adressé à la présidente de la République par le mouvement citoyen Lucha pour la suppression du ministère près du président. Et ensuite l'appel d'Adolphe Muzito, coordonnateur de la plateforme Lamuka, à déclarer la guerre au Rwanda. Pour en parler, nous avons trois invités sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Mike Diana, qui est porte-parole de l'ECT, ECT qui veut dire éveil de la conscience, pour le travail et le développement. Ensuite, nous avons monsieur Walter Boulabumba, qui est chercheur en philosophie politique. Et pour finir, monsieur Israël Chichimbi, analyste politique et coach en développement. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour madame. Meilleurs vœux, hein. Merci. Vraiment, ce sont des choses auxquelles on ne doit pas déroger, hein. Et puis il faut prendre l'habitude, hein. Et alors les fêtes se sont bien passées? Le fait. Les fêtes. Bon. Les fêtes de nativité, on dit les fêtes. Je crois que moi particulièrement j'étais en plein travail, donc j'ai pas vu les fêtes passer. Ah, et monsieur Walter? Bon, il me semble que ça s'est quand même bien passé, même si personnellement je ne fête pas la Noël. Ce sont des convictions personnelles et religieuses. Ah, ok, monsieur Chichimbi. Oh, tranquille, en famille, petite sortie familiale, tranquille, c'était bien. Oui, la fête des enfants, hein, ça ne manque pas. Et je pense que Kinshasa aussi a vécu, disons, la Noël à sa manière. Dans un mémorandum, alors, lu à la fin de son sit-in, ce lundi 23 décembre 2019, devant la primature, le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha en sigle, a recommandé au chef de l'État Félix Tshisekedi de supprimer le ministère près le président de la République. Alors, monsieur Diana, quelles sont les attributions de ce ministère? Oh, d'emblée, je ne sais pas dire de manière directe que les attributions de ce ministère, mais je crois que c'est l'interface de la présidence de la République avec l'ensemble du gouvernement, parce que vous le savez, en termes de séparation de pouvoir, c'est quelqu'un qui, en fait, sert de pont entre le pouvoir exécutif et la présidence de la République, qui est une institution à part, bien que celui-là reste le garant. Mais dans le fond, j'aimerais plutôt m'intéresser sur le vrai raison de cette demande. Si on pose la question pourquoi, on vous dira non, c'est depuis l'affaire des 6 millions et autres. Bon, ma foi, il ne faudra pas se servir de quelques bourdes pour pouvoir justifier ou encore en faire un fonds de commerce. Bon, on en parlera. Alors, monsieur Walter, quelle est la différence, on va dire, puisqu'on dit que ça sert d'interface, et à quoi serviraient les relations publiques dans ce cas? Bon, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu dire qu'il y ait à la présidence de la République quelqu'un qui soit chargé des relations publiques. Si, madame Bibiche Kabengele qui s'en charge. Ok. Alors, dans ce cas, comme mon co-débatteur vient de le dire, le ministère près le président de la République sert justement de courroie de transmission des informations, des documents et des instructions entre le cabinet du chef de l'État ainsi que le gouvernement. Et à quoi servirait le directeur de cabinet dans ce cas? Vous ne pensez pas que c'est un ministère de trop, M. Chichimbi? Ministère de trop, enfin, je ne pense pas. À quoi sert on va dire, le DIRCAB? À quoi sert... Moi, je pense que le directeur de cabinet a quand même une fonction très technique au niveau de la présidence de la République, de l'institution présidence de la République. Il y a des dossiers techniques à caractère politique, administratif et même aussi quelquefois du personnel sur lesquels il a un droit de regard. Mais comme l'a dit mes co-débatteurs, c'est que le ministère près la présidence de la République est une interface, est un fil conducteur entre les deux institutions, présidence de la République et gouvernement. Oui. Alors, monsieur Mike, tout à l'heure, vous avez parlé de bourde. L'affaire de 6 millions, vous avez parlé de bourse, c'est ça qui justifie justement ce mémorandum de lutte du mouvement citoyen Lutte pour le changement. Oui, mais je crois que beaucoup, ces mouvements citoyens se servent de ce qui est un mécontentement populaire pour pouvoir en faire un fonds de commerce. Il est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de cette affaire des 6 millions, on n'est tous pas d'accord sur la dépense initiée pour cet événement. Mais je crois que dans le fond, il ne faudra pas traiter quelqu'un d'incompétent pour le simple fait que, regarde, dans les affaires du gouvernement, en tant que ministre, il a fait une proposition et le gouvernement l'avait acceptée. Et à la fin des comptes, le souverain, c'est le peuple. Si le peuple décide que cette décision n'était pas bonne au regard du principe des priorités, il ne faudra pas qu'il y ait de la récupération politicienne pour pouvoir en faire un fonds de commerce. Et je me rappelle, si c'était le cas en Suisse, il n'y aurait pas de ministre.
J'ai toujours dit aux gens, aujourd'hui on parle peu de démocratie, mais en termes de démocratie participative, le modèle c'est la Suisse. La Suisse, en 5 ans, plus de 450 référendums. C'est-à-dire quand vous votez une loi, ils ne sont pas d'accord, eh bien ils se mettent l'Assemblée, une pétition, et puis on va en référendum, on casse la loi. Cela ne veut pas dire que le ministre qui a proposé est incompétent. Ça veut dire que simplement, il y a eu droit de veto, la population estimait que ce n'était pas les moments où la population n'était pas d'accord. Et qu'on revienne sur cette affaire pour dire on exigeait le départ du ministre, je crois que c'est justement en tout cas en faire un fonds de commerce. Si c'est comme ça qu'il bouffe, je crois qu'il faut que ça change. Parce que, au-delà de la question de fonds de 6 millions, dans le reste, il faudra quand même reconnaître que cette date du 24 mérite d'être célébrée. Je sais que beaucoup de gens voient la tête de Kabila. Beaucoup de gens, c'est parce que c'est Kabila. Écoutez, bon, si vous ne voulez pas, mettons-nous dans votre logique. Si vous pensez que ce n'est pas une date qu'on doit attribuer à Kabila et à l'UDPS, qui a lutté pendant un peu plus de 32 ans, qu'aujourd'hui, ils ont réussi dans leur ligne politique à pouvoir accéder au pouvoir et justement obtenir cette transition. Est-ce que vous pensez que ça ne mérite pas? Alors, vous voulez empêcher à l'UDPS de célébrer. Mais aussi, historiquement, cet événement que nous connaissons tous. Alors, évitons de tomber dans la haine inutile. Aujourd'hui, cette date, moi, je pense, et je le dis tout haut, que c'est une date historique parce que vous le savez. Célébrer. Exactement. Vous regardez autour de nous, Kagame, Denis Sassou Nguesso, Kaguta Museveni, tous ont fait un passage à force. Les gens diront qu'en bon, écoutez, on l'a arraché au prix de sacrifice, Kapangala et autres, les autres héros. Respect pour leur âme, mais dites-vous, on est en politique. Si Denis Sassou Nguesso a réussi à faire un passage en force, la 3e constitution, ça veut dire qu'il a assuré les intérêts. La naïveté, c'est que vous continuez à croire que l'Occident, là, n'a pas de prix. Je vous dis qu'en politique, tout le monde a un prix. Si Joseph Kabila voulait rester au pouvoir... je voulais juste chuter. Si Joseph Kabila voulait vraiment rester au pouvoir et qu'il avait décidé de faire un passage en force, il aurait simplement assuré les intérêts de ces multinationales. Et aujourd'hui, il serait là comme Sassou Nguesso, comme Kagame. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, il y a eu une volonté quelque part. Si vous ne voulez pas parler de volonté, il y a eu quand même, je dirais, quelqu'un qui a décidé, a pris une décision de laisser les choses pour que l'autre vienne. Alors évitons de tomber dans des choses qui parfois ne nous honorent pas. Évitons de faire de problème du peuple congolais un fonds de commerce à nos amis de Lucha, s'il vous plaît. On n'est pas d'accord avec 6 millions, oui, mais évitez de tomber dans le traitement du genre incompétent et autres. Non, il a fait une proposition adoptée par l'ensemble des membres du gouvernement. Si la population qui est souveraine décide que le fonds soit orienté autrement, alors évitons ces genres de propos qui n'en ont pas. Alors, pensez-vous comme M. Dmak Diana, M. Boulabumba, que c'est juste la tête de Kabila qui fâche dans cette histoire de 6 millions? Bon, malheureusement, oui. Je pense que la tête de Kabila fâche et en même temps, la tête de Tshisekedi fâche aussi. Vous savez, nous sommes dans une configuration où, pour certaines personnes, Kabila égale Tshisekedi et vice-versa. Donc, vous comprenez que dans le cas d'espèce, certaines personnes se sentent peut-être lésées ou blessées dans leur amour propre. Il y a des gens qui voudraient, sincèrement, il y a des gens qui étaient des partisans du chaos. Oui. Ils auraient aimé que les élections ne se tiennent pas. Ils auraient aimé que le sang coule parce qu'ils avaient déjà, depuis Genève, leur schéma d'une transition de 10 jours, de 24 mois, tout ça. À voir la manière dont les choses se sont déroulées, il y a eu quand même élection, il y a eu une passation pacifique et civilisée de pouvoir. Je crois que pour certaines personnes, ça a été un échec. Alors pour des gens pareils, entendre encore qu'ils sont chez eux à la maison, que de l'autre, quelque part ailleurs, il y a des gens qui célèbrent la journée du 24 janvier, c'est vraiment comme un échec. Mais pour vous, ça ne fâcherait pas? Je trouve cela tout à fait normal que cette journée soit célébrée. Vous savez, lorsque je lis par exemple la communication des amis de Lucha, que je respecte beaucoup, ils ont beaucoup fait pour la démocratie dans ce pays, bien sûr dans une certaine mesure. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Ils ont dit que l'alternance a été obtenue au prix des vies humaines, au prix du sang et de la peine du sang. Mais il en est de même avec l'indépendance de la RDC, madame. Des gens sont morts. Longtemps avant le 4 janvier 59, il y a eu beaucoup d'événements et les gens sont morts, tous, etc. Mais cela ne nous empêche pas de célébrer la journée du 30 juin 1960. Parce que c'était la fête de l'indépendance et puis on célèbre. Donc dans la communication des amis de la Lucha, on comprend que peut-être ce sont les 6 millions qui posent problème. Et là encore, oui, mais le gouvernement avait déjà promis de revoir cela à la baisse. Bon, sur ce point-là, curieusement, je serais quand même d'accord avec les amis de la Lucha. Le gouvernement a promis de revoir cela à la baisse. De la même manière qu'ils ont
parler de 6 millions de dollars. Oui. De la même manière, nous aurions voulu qu'ils disent ça ne sera plus 6 millions, mais ça sera 1 million ou 2 millions, etc. Mais du moment qu'il n'y a aucun chiffre qui remplace les 6 millions, donc il y a un flou qui demeure, et sur ce point, je pense que le gouvernement devait en principe communiquer. Je vais chuter pour dire que je constate quand même qu'il y a un déficit communicationnel du côté du gouvernement en place. Oui. On va jusqu'à se demander si effectivement son Excellence, M. Jolino Makelele, fait correctement son travail de porte-parole. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels le gouvernement ne communique pas. Et vous savez, vous êtes du domaine, lorsqu'il n'y a pas la communication vraie, c'est la rumeur qui prend place et malheureusement, ça fait que des dégâts. Alors, M. Tchishimbi, l'opinion publique, une certaine en tout cas, pense que Félix Tshisekedi se sent redevable envers Joseph Kabila. Bon, d'abord, j'aimerais, avant de répondre à cette question, rebondir sur l'affaire de 6 millions, célébration et tout. Moi, je pense que le problème dans tout ça, ce sont les mots. Hein, il y a vraiment un problème de mots qui ont été, à mon avis, pas très bien placés. Parce que lorsqu'on parle de célébration, n'est-ce pas, je ne suis pas... on va célébrer quoi? On célèbre l'alternance ou on célèbre la victoire de l'UDPS, la victoire de la lutte menée par l'UDPS, une lutte quand même honorable dans l'histoire de notre pays. Qu'est-ce qu'on célèbre? C'est la victoire de cette lutte où l'on célèbre la passation pacifique de pouvoir. Ce qui, à mon avis, est quelque chose de naturel et de normal dans une démocratie. La loi fondamentale qui est la Constitution dit que le mandat de président de la République est renouvelable une fois, dans une durée de 5 ans. Quand quelqu'un honore ce que dit la loi, je ne pense pas qu'il faille qu'il soit placé à un piédestal de héros. Il honore, il respecte la loi qui s'impose à lui. Il n'a pas à être, il n'a pas à être élevé, vénéré ou quoi que ce soit. Il était obligé de le faire. Il l'a fait. Autrement, ça aurait été très dur pour lui et pour sa famille politique. Alors, lorsqu'on parle de célébration et tout, voilà, je me pose encore la question, qu'est-ce qu'on célèbre? Si c'est la victoire de l'UDPS, je suis d'accord. L'alternance, bon, c'est normal dans une démocratie. Et ce qui est encore énervant, c'est j'aurais souhaité plutôt que ce soit une date commémorative, qu'on l'on célèbre, que l'on se souvienne de ceux qui sont tombés, de ces héros qui sont tombés, qui ont versé de leur sang. Comme le 4 janvier, par exemple. Par exemple, comme le 4 janvier. Vous voyez, il faut aussi parfois aussi savoir tâter un peu le terrain, mais j'allais dire plutôt les aspirations populaires du moment. Nous sommes à un temps dans notre pays où malheureusement nous ne reconnaissons pas toujours les mérites des personnes qui en valent la peine d'être citées. Vous voyez, toutes ces personnes qui sont tombées, si on ne fait pas attention, elles vont finir dans les oubliettes. Et ces personnes finiront dans les oubliettes, on n'en parlera plus. Mais ça ne doit pas continuer comme ça. J'aurais souhaité que cette date du 24 janvier, certes, on célèbre la victoire de la démocratie, la victoire de la lutte menée par l'UDPS, mais que l'on commémore là. Pourquoi pas en érigeant une stèle, en érigeant un monument avec leur nom, ou pourquoi pas un musée, par exemple, un musée, le musée des héros, je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais que l'on commémore ces personnes. Parce que quand l'histoire n'honore pas, quand un pays n'honore pas ses héros, il y en aura de moins en moins qui voudront défendre les idéaux de ce pays. Il y en aura de moins en moins. Les États-Unis aujourd'hui, c'est vraiment, ils ont cette culture-là d'honorer les héros. Les Martin Luther King, l'armée américaine, la police, les pompiers, pour eux, c'est des héros. Alors, vous avez un engouement des gens qui veulent faire partir de ce groupe de héros, et il y en a beaucoup qui y vont pour la gloire, mais aussi pour servir le pays. Donc, c'est quelque chose qui doit être réajusté. Alors, dans le chef. Le fait que les gens pensent que Tshisekedi Félix se sentent redevables vis-à-vis de Joseph Kabila, puisque déjà dans le discours, lorsqu'il a appelé mon frère et tout ça fâchait une certaine opinion. Non, mais écoutez, redevable par rapport à quoi? Redevable par rapport à quoi? Il y a eu élection. Il n'arrête pas d'en parler. Disons les mots tels qu'ils sont, tels qu'on doit le dire. Les gens disent pourquoi il en parle à tout moment? Pourquoi il ne doit pas faire un discours sans citer son nom? C'est quoi le problème? Écoutez, il faut pas dissocier, il faudrait plutôt dissocier, excusez-moi, la personne Félix Tshisekedi des sentiments
des sentiments populaires, n'est-ce pas? Alors, si à chaque fois, parce que tout le monde ne veut pas qu'il cite son nom et qu'il s'abstienne de le faire, il sera finalement esclave des, voilà, il serait finalement esclave des pensées et des aspirations des populaires à tout moment. Enfin, faut savoir quand même faire la part des choses. Être donc, honnête avec lui-même. Vous ne pensez pas qu'il soit rédérable? Non, je ne pense pas. Bon, alors, Monsieur Diana, vous avez tout à l'heure parlé de certaines personnes, vous avez donné des exemples de pays, vous avez parlé du Congo-Brazzaville, de Kagame au Rwanda, vous avez parlé de Museveni. Alors, dites-moi, y a-t-il eu réellement alternance? Parce que lorsqu'on lit alternance, la définition que Google donne, c'est ce produit lorsque les partis politiques appartenant à des courants politiques différents se succèdent au pouvoir. En pratique, l'alternance consiste généralement en un renversement de la majorité politique lors des élections présidentielles et ou législatives. Bon, je crois que cette définition-là, politiquement, si vous allez sur le sens de la majorité, faudra comprendre on est dans quelle forme de république. Vous voyez, chez nous, il est vrai qu'aujourd'hui, moi, je peux parler d'alternance dans la mesure où il y a eu passation de pouvoir entre deux formations politiques. Allez, idéologiquement, peut-être pas, parce que les deux partis sont de la social-démocratie, mais dans le fond, c'est deux partis qui se sont toujours opposés. C'est là où, s'il faut aller dans le méandre, essayer d'observer un peu la cartographie politique en RDC, on n'est pas trop dans les questions idéologiques, plutôt c'est des différents partis qui naissent et chacun avec des idéaux différents. Mais sur cette question on parlait tout à l'heure des questions de célébration, je crois que mon co-débatteur en face m'a semblé un peu avec beaucoup d'interrogations sur le pourquoi de la célébration. Je crois que ce soit célébration de l'UDPS après des luttes, ça reste valable, que ce soit célébration de l'alternance. Pourquoi je le dis? Parce qu'on est africain. Quand on veut revenir sur la forme de partis politiques, chez nous, nous savons que ce sont des partis politiques qui sont nés des regroupements socio-culturels. C'est-à-dire, ce qui explique généralement les appartenances de formations politiques, mais qu'en tant qu'Africains aujourd'hui, cette démocratie à la forme africaine n'est pas encore, on est encore dans le mimétisme, ça il faut le dire. Et qu'aujourd'hui, quand on vit dans un secteur, dans la région, où autour de nous, il y a eu duplication des révisions constitutionnelles. Tshisekedi, généralement, je vais aussi répondre à cette question, s'il a tendance à faire référence à son prédécesseur, c'est parce qu'au-delà de questions politiques, ils sont devenus des amis. Ah. Oui. Okay. Au-delà des considérations politiques, ils sont devenus des amis. Il a toujours dit, de là où nous sommes ici, la seule personne qui connaît ce que c'est la gestion d'une république, pendant 18 ans, c'est lui. En dehors de lui, si Kasavubu était vivant, j'aurais pu me ressourcer auprès de Kasavubu pour son expérience. Mais c'est le seul interface, quelqu'un qui sait que, bon, regarde, pendant ces gestions, voilà ce que j'ai fait. Ici, ça n'a pas apporté de fruits, voilà comment on peut faire. Ce sont des amis. Le vrai problème, c'est que les gens aimeraient voir Tshisekedi et Kabila en porte-à-faux. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils citent le nom de Kabila, les gens crient à des complots, les gens crient à, je ne sais pas moi, des conciliabules, les gens fabriquent ou formatent même des accords secrets que nous ne connaissons pas. C'est ça le plus grand problème chez les Congolais. L'homme congolais pense que le fait d'avoir été des adversaires politiques pendant trop longtemps fait en sorte qu'aujourd'hui, Tshisekedi devrait rester dans cette posture-là. Mais attendez, gérer la République, c'est différent de faire l'opposition. Encore plus normal. Il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis parce exactement. que M. Tshisekedi avait un langage très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Encore faudrait-il le dire qu'il est dans un régime où il partage le pouvoir avec l'autre, qui est chef de file d'un regroupement politique qui a la majorité au niveau du Parlement. Est-ce que ça, c'est encore un problème qu'on doit expliquer aux gens? Oui, je pense. Hein. Non, je ne pense pas. Mais oui, quand même. Les gens ont du mal à avaler cette pilule, mais c'est ça même qui fait, on va dire, qui alimente la Mouka. Fait justement de cette coalition. Non, mais la Mouka est alimentée par, je ne sais pas si le mot est approprié, mais par une fixation maladive sur le problème de la défaite des élections. Et la Mouka sait que en politique, ce par quoi on acquiert le pouvoir ou une popularité, c'est par le même moyen qu'on le conserve. La Mouka aujourd'hui se sent dans une position, il ne peut pas changer de position. Encore faudrait-il, quand on parle de la Mouka, on parle de qui? Parce que dans la Mouka maintenant, c'est plusieurs facettes. Il y a Katoumi de l'autre côté qui se permettent même de demander au coordonnateur de retirer ses propos.
tenu en toute responsabilité, j'aimerais pas qu'on entre dans la mouka, mais seulement ce que j'aimerais dire, le problème, le tandem entre Kabila et Félix Tshisekedi, je l'ai toujours dit, c'est un tandem des gestions de pouvoir. C'est deux regroupements politiques qui gèrent la République aujourd'hui. L'autre a gagné la majorité présidentielle, si je peux le dire ainsi, l'autre a gagné la majorité parlementaire. Les deux sont censés rester ensemble pour le bonheur de la République. J'ai vu Chirac et Mitterrand se déchirer jusqu'à la démission de l'autre. J'ai vu ce que ça a coûté à la France. J'ai vu combien ça engendrait des moments de crise et des périodes de crise en France. J'aimerais pas le revivre ici. Et pour une jeune démocratie comme la nôtre, je crois que c'est une réussite. Parce que essayer d'imaginer les conflits entre les deux camps aujourd'hui... Ce mot jeune démocratie, depuis 2004, je pense. Non, depuis 94, c'est ça. Le jour Mobutu, le 24 avril, c'était 94, c'est ça? 24 avril, 90. 90 plutôt. Mais, et ça fait quoi? Ça fait combien d'années quand on dit toujours jeune démocratie Prenons la question... Quand est-ce qu'on grandira? Prenons, je dirais, ces métaphores de la vie humaine. Oui. Il y a une différence entre naître et le jour où le fœtus s'est formé. Je crois que le 24, c'était juste la sémence qui était placée. Ah, ok. Il fallait attendre encore du temps pour qu'il naisse et que cet enfant-là prenne de l'élan. Donc arrêtez de croire que depuis ces années-là, aujourd'hui, on a encore une jeune démocratie parce que les traces sur lesquelles nous marchons, par exemple, les grandes nations, le sont depuis combien? 400 ans 400 ans, 200 ans, 300 ans. 300 ans. On n'est qu'à 58 ans d'indépendance. Alors, patientons s'il vous plaît. On est encore jeune démocratie. Et si je peux me permettre, Madame Tshilombo, par rapport à ce tandem Félix Tshisekedi et aussi à cette absence d'animosité déclarée en la personne de Félix Tshisekedi à l'égard de Joseph Kabila, c'est en fait la même attitude qu'avait affiché son père Étienne Tshisekedi face à Mobutu. Tout le monde s'attendait à ce que, personnellement, qu'il soit ennemi. Tout le monde s'attendait à ce qu'en dehors du courant, du carcan politique, que humainement, personnellement, c'est qu'il soit ennemi. Mais souvenez-vous du discours qu'il a fait en 92, à la victoire, à l'issue de la victoire de son élection à la conférence nationale souveraine. Il a dit clairement que Mobutu n'était pas son ennemi. Il a dit clairement qu'il pardonnait à Mobutu et à son régime toutes les exactions et toutes les injustices qu'il avait subies. Ce discours allait aux antipodes des aspirations du peuple. Ce que le peuple attendait, c'est qu'en dehors de la politique, qu'humainement parlant, qu'il témoigne de son aversion envers Mobutu, ce qui n'a pas été le cas. Donc il faut savoir faire quand même la part des choses. Il y a la personne, il y a le combat politique. Donc quand on mélange les deux, on peut comme facilement verser. C'est comme l'idée que l'on a tous pour un peu paraphraser, enfin disons pour un peu imager cela, on a tous l'impression que JB Ouéra sont des grands ennemis et quand on les voit ensemble rire, des fois même ça énerve les fanatiques. C'est du saupoudrage, ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Finalement, ce peuple congolais, je sais pas, il est tellement versatile parce que dernièrement à Tchangou, pendant que le sénateur a vu Joseph Kabila passer, les gens se sont mis à crier Papa Zonga Kaka, Dozan a besoin d'un. J'ai vécu la scène. Ah, tu as vécu personnellement la scène. Dites-moi. Bon, quelque part, on n'en veut pas, quelque part, finalement, c'est quoi? C'est un peu ça. Vous avez déjà dit, c'est une population versatile. Vous savez, il y a un éminent professeur dont j'étais le nom qui avait dit le peuple congolais est bon enfant. Il renie ce qu'il a adoré hier et il adore ce qu'il a régné hier et sans transition. C'est ça à quoi on a assisté l'autre fois. Mais je me dis quand même que lorsque Mozito et Fayulu reviennent de l'Europe, c'est la même population qui va les accueillir. Lorsque Jean-Marc Kabound revient, c'est la même population. Et lorsque Joseph Kabila est tenté de traîner dans un coin quelque part, ce sont les mêmes qui vont l'acclamer, tout ça. Bon. Alors on ne comprend plus rien. Mais je pense que je voudrais plus revenir sur quelque chose. J'ai entendu mon collègue parler des célébrations, commémorations. C'est juste un jeu de mots, même si dans la profondeur, il y a quand même quelques différences. Sémantiquement, il n'y a pas grand-chose à... Oui, mais je me dis quand même que ce qu'on devrait célébrer, ce n'est pas la victoire de l'UDPS. Parce que si ce serait la victoire de l'UDPS, alors ça n'engagerait pas le gouvernement de la République démocratique. Ni cash. Ça n'engagerait même pas le cash. Donc là, tout ça se terminerait entre Kabouya et Kabound la limité et l'histoire serait finie. Mais ici, moi j'ai comme l'impression que il y a quelque chose que Félix Tshisekedi, le président de la République, veut ancrer dans la mémoire des Congolais. Vous
savez, c'est quand même une grande première, on a se le dire. Depuis 1960, c'est pour la première fois qu'il y a un président sortant qui passe le pouvoir à un président entrant. Et je vais un peu rigoler parce que j'ai vu des images qui sillonnaient parfois sur les nets, sur les réseaux sociaux, où on voyait Paul Biya du Cameroun se mettre lui-même l'écharpe. Alors qu'ici, on a vu le président Kabila, bien sûr sortant, remettre cette écharpe au président entrant Tshisekedi. Je crois que c'est dans cette logique-là qu'il faut comprendre le souci de Félix Tshisekedi de vouloir que cette journée soit célébrée ou commémorée. Bon, disons tout ce que nous voulons, mais du moins que ça reste ancré dans la mémoire, dans les souvenirs, et ça va dans le sens de l'histoire aussi, de la mémoire, même du civisme. Parce qu'il faut que les enfants sachent que quand un président a fait son mandat constitutionnel, bon, c'est fini, il doit partir et l'autre doit revenir. Ça, c'est de un. Mais je me dis quand même qu'au-delà de tout ça, j'ai parlé de la carence communication de la part du gouvernement. Oui. Il faudrait qu'on nous dise, c'est le 24, ça sera une journée chômée, fériée, payée, on ne comprend plus. C'est déjà dit. C'est déjà dit, ok, très bien. Alors, dans ces cas, ça en est trop pour le mois de janvier. Vraiment. Nous avons ça c'est vrai, le 4 janvier. Nous avons le 16, nous avons le 17, et ça sera maintenant le 24. Le 24 sans compter le premier qui est déjà un jour férié. Donc il y a 5 jours sur le mois de janvier qui ne sont pas ouvrables, et c'est un manque à gagner énorme pour l'État congolais. Oui, surtout pour le Congolais moyen qui gagne au jour le jour. Pourquoi ne pas est-ce que le Congolais moyen respecte les journées chômées payées? Bon, ça encore c'est une question. Et même ces journées-là, pour certains commerces, sont l'occasion de fructifier encore le chiffre d'affaires, ces journées-là. Bien sûr. Alors moi j'aurais aimé par exemple que le gouvernement réfléchisse. Est-ce qu'on ne peut pas fusionner toutes ces journées commémoratives? Parce qu'en principe, on va dans le même sens. Une semaine le 4 janvier, c'était le martyrs, le 16, assassinat de Laurent Désiré Kabila, 17, le Lumumba, 24. Donc, comme si ça allait dans le même sens. Et tout en sachant que avant qu'on arrive au 24 janvier, les collègues l'ont dit, il y a eu aussi des martyrs, il y a des gens qui sont tombés. Kapangala et aussi sont devenus célèbres dans cette matière. Bon, pourquoi ne pas fusionner tout ça, prendre par exemple le juste milieu, le 16 ou le 17 ou le 24 ou même le 4 janvier, on met tout ça dans un même paquet, on célèbre. Je crois que ça aurait été aussi... C'est une proposition, hein, je pense que... Bon, il y a aussi... Bon, écoutez, j'entends dire... enfin, je vais pas lancer un débat de sémantique, mais quand même, la nuance est quand même de taille, hein, entre la célébration et la commémoration. Oui. Parce que dans une célébration, vous pouvez vous réjouir d'un événement sans pour autant le perdurer dans le temps. C'est-à-dire, voilà, vous avez obtenu un nouvel emploi ou une promotion, vous la célébrez avec les amis ce jour-là et ça passe, c'est fini. Mais la commémoration, c'est dans le temps. C'est-à-dire que, voilà, à date précise, à jour précis, nous nous souvenons, nous nous rappelons qu'il y a eu en cette année tel événement qui s'est produit. C'est dans ce sens-là que moi, j'opte plus pour la commémoration que la célébration. Et une commémoration, on n'est pas obligé d'ouvrir le champagne. Exactement. On est trop habitué aux célébrations. Un élément dans un ensemble. Mais vous comprenez aussi qu'en ce moment, messieurs, vous comprenez aussi que avec tout ce tollé qui a suscité justement cette affaire de 6 millions, même si le montant sera revu à la baisse, vous ne pensez pas qu'on devrait quand même, pour ne pas fâcher l'opinion? Bon, écoutez, le problème c'est que l'opinion... Par le peuple d'abord, Yoka Baz, je pense qu'il faut pas seulement ne pas fâcher l'opinion, mais aussi est-ce que nous avons les moyens de nous le permettre avec toutes ces hémorragies financières qui sont révélées? Je crois que les discussions qui sont en interne maintenant au niveau du gouvernement, c'est que si jamais il arriverait qu'on débourse 6 millions, il faudra en faire œuvre utile. Je crois que même le chef de l'État, lors du dernier Conseil des ministres, on a parlé, s'il faut revenir sur cette question, il serait préférable en cette date de poser des actions qui vont perdurer dans le temps. Par exemple, il a proposé l'idée de pouvoir assister des millions de Congolais qui vivent maintenant après des histoires de pluie diluvienne. Il y a beaucoup, il y a même, je me rappelle, il y a un groupe de gens qui vivent sur l'eau quelque part, qui méritent d'être délocalisés et autres. Je crois que si on peut réfléchir dans ce sens, le côté philanthropique du gouvernement, ça sera quelque chose d'intéressant et ça sera justement rendre l'appareil à ces peuples qui aussi a milité pour vivre cette alternance. Mais je crois que la question de moyens, en tout cas, ça sera revu à la baisse. C'est vrai qu'on n'a pas... Monsieur Boulabumba, donc jusque-là... Oui, mais justement, le problème, c'est que maintenant qu'on a décidé de revoir les choses à la baisse, il faut le dire, il y a eu un projet, il y a eu des gens qui ont savamment réfléchi sur ce qu'il fallait faire. Donc, donnons le temps à ces comités techniques de pouvoir revoir un peu leurs ambitions à la baisse, et puis après, peut-être le gouvernement, comme il en a pris l'habitude, parce que si, je me dis,
faudra pas voir toujours le noir là où il y a du bon. Avant, quand on organisait ce genre d'événements, il était parfois pas très facile de nous communiquer le montant. L'idée, c'était l'idée de la transparence. On sait combien c'est sorti, et que la population trouvait que 6 millions, c'était beaucoup. On décide, laissons le temps au comité de se mettre en place, de côté, réfléchir sur comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les actions à mener, et puis voilà, on peut y revenir dans le tout prochain jour. Mais s'il faut revenir sur la question du 24, je crois que l'idée de vouloir fusionner ces différentes journées, parce que janvier, ça fait toute une semaine à la maison, ça fait comme beaucoup, ça sera exactement pareil. On a compté 5 jours. Oui. Mais si on décidait de mettre en une semaine, on ajoute 2 jours de plus de fériés, donc on n'aurait rien résolu. Avec le premier. Donc voilà, je crois que au-delà de questions de date, il y a l'âme et l'esprit de la journée qu'il ne faut pas ignorer. L'idée ici, je crois, dans l'instauration de cette journée, c'est que à chaque fois qu'on y arrive, que dans notre mémoire, nous gardons cette date-là, que nous gardons l'esprit avec ceux qui sont partis, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, plus personne ne viendra en République démocratique du Congo avec l'idée traditionnelle de vouloir se pérenniser au pouvoir. Dorénavant, c'est une ligne de conduite. Chacun qui vient fait son mandat et part. Je crois que c'est ça l'idée et c'est ça l'âme. Si on veut fusionner, on risque de perdre un peu l'âme de la journée. Et puis voilà, ça deviendra du fourre-tout. À ces jours-là, on célèbre quoi? On célèbre surtout que le programme proposé au cours de cette célébration, ça sera une date pas clé. Puis on risque de perdre un peu. Le programme au cours de cette célébration, c'était festivité, c'était truc sportif. Je vais vous donner un exemple. En quoi ça ce en quoi moi je m'insurge vraiment jusque-là, et je persiste encore parce que les mots ont un sens, n'est-ce pas? Je persiste encore sur l'idée de commémoration que de célébration, parce que nous sommes trop habitués, nous avons une mentalité très festive, l'Africain généralement, hein. C'est dans notre ADN. Et encore, oui, c'est dans notre ADN effectivement, et encore plus le quinois, hein. On dirait que c'est le quinois qui a appris à l'Afrique comment se réjouir et comment faire la fête. Nous avons trop un esprit festif en tant qu'Africain, en tant que Quinois. C'est pas mauvais, mais à certains moments, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir réfléchir. Il faut savoir réfléchir, il faut savoir méditer, il faut savoir mesurer le prix que nous avons payé en tant que peuple dans l'ensemble, et aussi le prix qui a été payé par certains individuellement. Savoir s'en souvenir et savoir les commémorer dans le temps et se dire que ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un prix que nous avons payé et nous l'assumons et nous l'acceptons. Parce que dans la festivité, vous savez, même la Bible le dit, hein, la Bible le dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil plutôt que dans une maison de fête, n'est-ce pas? Parce que dans une maison de deuil, on apprend, on réfléchit, on médite, on fait un bilan, on s'examine, voilà. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu une nouvelle de deuil qui m'a effondré et ça m'a poussé à réfléchir moi-même sur ma vie. Vous voyez, dans les commémorations, on réfléchit. Dans les fêtes, on sabre le champagne, on achète le billet collector et c'est fini. Avant de passer au deuxième sujet, nous allons parler de l'édition du billet de collection, justement, où l'on voit les deux patrons de la coalition LCC Cash, se faisant des accolades. La source de la colère. Hein. Voilà, une autre source de colère. Bon, il faut dire que ce billet-là, on se demande finalement s'il était vrai. Parce qu'on a vu aussi d'autres billets, on a vu le couple Caméré. Non, ça c'est du fake news. Oui, comme Caméré, Vital et Amida, madame, en train de se faire des bisous. Donc on se demande si réellement ce billet-là. Alors on se dit maintenant que oui, Félix Tshisekedi, monsieur Walter, est en train de prendre goût au culte de la personnalité comme ses prédécesseurs. Je dirais non, madame, je dirais non. Ça va dans le sens de ce que nous disions. J'ai beaucoup aimé l'intervention de monsieur Israël. Lorsqu'il insiste sur la commémoration. Mais ça va dans le même sens. Et je pense que le grand problème, c'est que la majorité de... Moi, je pense qu'en fait, en parlant de commémoration, il va sobriété, c'est ça? Oui, je vois sobriété, voilà, souvenir, méditation. Les célébrations, c'est... On a soupli la chose et puis ça crée moins de problèmes. Oui. Et je disais que le problème, c'est que la plupart des Quinois, des Congolais en général, on n'a pas compris ce que c'est qu'un billet collector. Oui. Et je dois avouer que c'est une information que moi-même je n'avais pas. Et dès que j'ai entendu parler de ça, j'ai regardé, j'ai lu le dictionnaire, je suis allé sur Google, tout ça. J'ai compris ce que c'est et je n'en ai pas fait de problème. Parce que j'ai compris. C'est juste
un billet destiné à la collection. Ce n'est pas une monnaie qui a... Ce n'est pas un billet qui a une valeur monétaire. Un billet transactionnel. Ce n'est pas une monnaie transactionnelle. Je ne prendrai jamais ces billets, bon, mais c'est à condition qu'il ait effectivement existé, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a la Banque centrale du Congo qui aurait dit qu'elle n'avait jamais reçu de demande et tout ça. Bon, je vais revenir sur l'aspect communicationnel, mais que ces billets soient imprimés, je n'en vois pas de problème. Du moment que ça pérennise, ça va aider à perpétrer une habitude, une coutume qui consiste à faire une passation pacifique des pouvoirs, c'est tout à fait normal. J'insiste sur l'aspect mémoire, sur l'aspect historique, sur l'aspect du civisme. Oui, vous parlez de communication, mais justement, ce n'est pas, on va dire cela un peu l'épine dans le talon, parce que on se dit que avant de lancer quelque chose, pourquoi ne pas d'abord informer l'opinion publique, expliquer. La télévision sert à ça, les médias servent à ça quand même, passer à la télévision, faire des spots pour expliquer qu'il y aura ça. Moi je pense que c'est comme ça parce que ici tout le monde interprète à sa manière. Madame, il y a eu un problème. Moi qui vous parle, j'ai entendu au grand marché quelqu'un dit Fachazo Bomambo, il y a eu un problème au niveau de politique. Je crois que cette affaire des billets collecteurs, les gens qui ont répondu la salmonée, c'est le politique. Je veux vous dire vrai, c'est que il y a eu d'abord au niveau après le travaux préparatoires, le comité s'est émis pour présenter cela. C'est après la présentation que vient le processus de vulgarisation. C'est-à-dire les gens qui étaient dans la salle, qui n'ont pas compris, ont pris et ont répondu exactement avec les réseaux sociaux. C'est de là que venue la mauvaise information. Alors qu'un simple billet collector, c'est d'abord des billets à commercialiser. Ce qui veut dire, je l'achète, je dis, bon, je suis partisan, j'ai pris part à un événement historique de la République, j'achète mon billet collector, je garde dans mes collections à la maison. Donc comme une collection de timbres. Comme une collection de timbres, exactement. Exactement, c'est pratiquement la même chose. Je crois qu'il y a eu un problème. Mais revenons sur cette question-là. Vous savez... Du culte de la personnalité? Culte de la personnalité, non. C'est un peu trop. Je vous dis, c'est trop. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes journalistes. Nous recevons des... Le problème aujourd'hui, c'est qu'en politique, il y a eu beaucoup de gens qui continuent à circuler. Il y a des gens qui continuent à faire du fonds de commerce le petit problème du peuple et qui continuent à répandre encore des nouvelles qui sont de nature à pouvoir soulever et à détruire un peu la culture de ce qu'est la marche de la République. Ça, c'est le plus grand problème chez les Congolais. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui, pendant des années, leur discours c'était Kabila, Kabila, Kabila. Même quand il n'est pas là, son nom revient à chaque discours et à chaque phrase. Et c'est ça le plus grand problème chez les Congolais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que dans tout ce qu'il y a Kabila, il y a un problème. Mais alors que, regardons-nous en face. Je l'ai dit ici au départ de cette émission. Il y a eu la lutte, oui, il y a eu des gens qui ont lutté, il y a eu des gens ceci, il y a eu de part et d'autre, il y a eu des gens qui ont combattu, oui. Mais au-delà de ça, il y a eu une volonté quelque part de quelqu'un. Il a dit, non, écoutez, le Congo n'est pas ma propriété. Dans l'intérêt de la République, il pouvait, pour plaire aux gens, se retirer, et puis nous savons comment ça se passe en Afrique, faire passer son dauphin Chadari. Ça aurait été une solution de pouvoir. Il dit, bon, je suis par là, il y a eu élection, et puis il a gagné. Vous avez entendu Moubaké, c'est qu'il a dit que le vrai dauphin était où ça? Non mais attendez, Valentin Moubaké a peut-être dit deux choses. Oui. Je pensais qu'il serait plus précis que Moubaké nous dise qui était le dauphin de Kabila. Il n'a pas cité Tshisekedi. Moubaké a fait le politique sage, mais il ne nous a pas dit qui était le vrai dauphin. Alors, évitons la politique à la prophétie, on dit deux choses pour se donner raison après. Parce que Moubaké savait que, après avoir consulté, Kabila, parce qu'il était très cité parmi le Premier ministre à la place de Tshibala, il a compris que c'était quelqu'un qui ne voulait pas s'accrocher au pouvoir. Et en sortant, peut-être étant déçu, je suis désolé pour le ami de l'UDPS, il s'est mis à lancer des histoires. Je ne suis pas de l'UDPS, je tiens à préciser que je ne suis pas membre de l'UDPS. Je ne suis pas. Aujourd'hui, le Congolais, comme on a parlé des Congolais versatiles, non, le peuple congolais n'est pas versatile. C'est simplement un peuple émotif. C'est quelqu'un, quand on vient dire de choses, il réagit d'abord et vient comprendre les choses après. Alors, c'est pour ça qu'on dit... C'est ça le plus grand problème. Non, pas versatile. Justement. Et le plus grand problème, si c'est le civisme politique, c'est pourquoi j'aime dire aux gens, je préfère le faire à ma manière parce que chez moi, quand j'arrive, sans trop de prétention,
la règle numéro 1. Parce que la vraie politique n'est pas une politique de haut cadre du parti. La vraie politique, c'est qu'il y a des assemblées où cadre est là, militant est là, on discute de problèmes du parti politique. Ce n'est pas un parti où vous verrez des militants qui n'ont jamais vu le cadre. Non, ça n'existe pas. On ne peut pas faire la politique sans le peuple. Et j'aimerais que la politique aujourd'hui, qu'on apprenne à comprendre les choses. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui continuent à détruire le civisme politique chez les Congolais, c'est les acteurs politiques. Et pas, même quand on est adversaire politique de quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'on va torpiller la mentalité du peuple à notre guise. Non, c'est ça le plus grand problème. Et je l'ai dit toujours, particulièrement à nos amis de la Mouka. Il est important aujourd'hui d'apprendre à dire, parce que le jour où vous serez au pouvoir, vous comprendrez que la même politique communicationnelle, si on use de ça, ce n'est pas les politiques que vous détruisez, c'est tout un peuple. Apprenons à dire les choses exactement. C'est bien que vous les citez, puisque nous allons en parler maintenant. Moi, je voudrais quand même rebondir sur la question du billet collector. Oui. N'est-ce pas à vrai dire, d'abord, j'essaie de réfléchir sur cette question. J'essaie de réfléchir sur le pourquoi est-ce que ça fâchait tant l'opinion publique. Oui. Et j'en suis arrivé à 3 conclusions. La première, c'est d'abord, la grande conclusion, c'est l'esprit de ce billet-là. L'esprit de ce billet est le résultat d'un esprit festif à la base, autour de laquelle cette date devrait tourner. Vous voyez? Voilà, les festivités. Or, l'opinion publique a démontré qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas de célébration. Elle ne veut pas que l'on en fasse, que l'on en fasse un sujet de, une date de réjouissance, etc. Une date où on va sabrer le champagne, etc. Et d'autant plus que ça va coûter beaucoup d'argent. C'est d'abord cet esprit de festivité que l'opinion publique congolaise ne veut pas. Et il faut aussi reconnaître qu'il y a le visage, un visage qui fâche. Il y a franchement, honnêtement, on ne peut pas se voiler la face en dehors de toutes les analyses savement faites sur ce plateau. Je crois que c'est le sourire. La réalisation va encore nous remontrer ce billet-là. Je crois que c'est le sourire, au fait, des deux personnes. C'est un peu comme quelqu'un qui m'a dit, quand il vous Madame dit, d'un seul le billet là, c'est le deuxième billet, enfin je ne sais pas si c'est l'avant ou le derrière du billet, là où les deux en train de sourire. Il y a quelqu'un qui a interprété en disant voilà. Vous voyez, le visage de malheureusement, le visage de sénateur à vie fâche. Pourquoi? Parce que on a l'impression que, permettez-moi l'expression, qu'on veut réhabiliter le bourreau. Le bourreau, voilà. Celui qui était à la base des arrestations arbitraires, celui qui gazait les manifestants, celui qui arrêtait les manifestants, voilà. Et on va l'honorer ce jour-là en imprimant un billet avec son visage dessus. Et du coup, ceux qui ont mené cette lutte et qui l'ont vécu dans leur chair se sentent comme trahis. Ils se disent, mais Félix, il n'y a pas longtemps tu étais de l'autre côté, voilà, tu traverses le fleuve et que tu veux honorer celui qui nous a fait souffrir. Un monsieur de la société civile qui a tweeté, je ne dirai pas son nom, qui a tweeté, si Kabila est le père de l'alternance, ça veut dire que Pharaon est le père de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que... Donc il a fait un peu plusieurs comparaisons comme ça. C'est vrai que dans tout le nom de Joseph Kabila ne veuille pas dire forcément tout ce qui est sombre et ténébreux, mais malheureusement ou heureusement, il a un bilan, il a fait de bonnes choses, il en a fait de moins bonnes, chose qui est courant pour tout homme politique, mais dans l'opinion publique, il y a quand même une certaine colère tenace. Et enfin, donc il faudrait laisser un peu passer, quoi. Laisser passer quoi? Le temps un peu, que les gens les plaies cicatrisent avant mais déjà le temps il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps, puisqu'Adjili déjà il est célébré, il a été ovationné, il est célébré, et même si des sondages d'opinion sérieux étaient menés actuellement, à l'heure où je vous parle, vous sentirez une certaine montée favorable de la popularité de Joseph Kabila. De marche de santé pour soutenir le sénateur. Une certaine montée de popularité en la personne du sénateur à vie Joseph Kabila. Il faudrait savoir ce que les gens veulent. La foule a un quotient intellectuel d'un enfant de 8 à 9 ans. C'est-à-dire qu'il ne sait pas toujours ce qu'il veut.
il veut ça maintenant, et l'après-midi, il veut pas ça. C'est ça le problème de la foule, surtout lorsqu'elle n'est pas instruite. Et pour finir, le biais collector ne répond pas tellement à la culture. Hein. On ne connaît pas ça. Voilà, on ne connaît pas ça. Moi, ça ne répond pas. Moi non plus. Ça ne répond pas, enfin, une fois oui, ça ne répond pas à la culture congolaise. On n'en a jamais parlé. On n'a même pas la culture des timbres dans ce pays, vous voyez. On n'a même pas la culture des timbres. Et il y en a qui n'en ont jamais vu. Et ceux qui sont nés, qui sont grandis, qui sont mariés, ont eu des enfants, ils n'ont jamais vu de timbre de leur vie. Alors vous leur présentez un billet collector avec, voilà, Joseph, Kabila, Félix, ils ne comprennent pas. Il y a un travail de communication qui aurait dû en amont être mené. Bon, et ça relève de à qui ce travail de communication? Qui doit le faire? Parce que déjà, la présidence de la République, je ne sais pas si c'est dans le gouvernement ou c'est à la présidence de la République de communiquer toutes ces actions-là avant de les... C'est au gouvernement. Oui. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il y a un ministre chargé des communications et médias et puis qui est en même temps porte-parole du gouvernement. Moi, je pense qu'il y a toujours moyen de s'inspirer de ce que les autres ont fait comme bien. Lorsque je vois le passage de monsieur comme Lambert Mende, oui. Bon, c'est vrai, on lui a reproché tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais sur le plan communicationnel, peut-être je vais surprendre des gens qui me suivent en ce moment parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais beaucoup apprécié, mais du moins sur ce plan, je dis Lambert Mende a exercé correctement sa fonction de porte-parole du gouvernement. Bon. Je ne suis pas contre M. Jolino Makele, on risque de penser que je tire sur lui à boulet rouge, mais je me dis quand même qu'il doit savoir s'inspirer des biens que les autres ont fait. Il aurait fallu qu'au préalable, le gouvernement communique sérieusement, profondément et abondamment sur les sujets. Pour déjà, en amont, élaguer tous les malentendus. Et comme ça, la chose pourrait être bien acceptée par la suite et ça poserait moins de problèmes, ça ferait moins de dégâts. Peut-être tous ces débats autour des billets collecteurs, on ne les tiendrait même pas. Alors, on va parler du deuxième sujet. Celui que je pense que M. Diana attendait le plus. Alors, Adolphe Monzitou, coordonnateur de la plateforme Lamuka, a dans une déclaration faite à Kinshasa lors d'une conférence de presse appelé la RDC à faire la guerre au Rwanda qu'il accuse d'être derrière les violences armées dans l'est du pays. Alors, M. Diana, des propos qui choquent? Bon, des propos qui choquent, bien évidemment que oui, parce que vous sentirez même au sein de l'opinion, cela n'est pas très partagé. J'aurais demandé de me permettre une digression de quelques secondes sur le premier sujet, ce que là où je ne suis pas d'accord avec Monsieur Israël. Avec Israël, c'est quand on a parlé des billets collecteurs dans le sens, le côté festif, je crois que non. Après, il s'est vite rattrapé. Ça dit, c'est un problème de culture juste. C'est-à-dire, ces billets collecteurs avaient c'est inscrit dans l'ordre de devoir de mémoire. C'est-à-dire, c'est le côté âme de l'événement. C'est-à-dire, quand j'achète un billet collector, je garde avec moi un précieux souvenir. C'est ça même le sens de la commémoration. C'est ça le sens de la commémoration. Ça, c'est pas le côté festif. Ça, c'est plutôt le côté commémoration qu'on n'a pas compris parce qu'on n'en a pas la culture. C'est ça le plus grand problème. Et là, quand on parle de déficit communicationnel, je suis tout à fait d'accord. Excusez-moi, sur les sujets, apparemment, vous êtes déjà sur les points de basculer. Moi, je pense que lorsque Israël parle du côté festif, c'est la manière dont les choses ont été présentées. Déjà, on vous parle des célébrations qui vont coûter 6 millions de dollars. Et dans la foulée, on vous annonce l'impression des billets collecteurs. Et on vous montre les visages. Vous voyez au plus nanti. Oui, pour les Congolais, un peu à une j'ai bien fait. Ça forme un j'ai bien aussi la fête de cette. C'est comme si cette date est une date qui doit être fêtée par les riches, fêtée par les. Donc la symbolique est voilà. J'ai bien fait la part de choses. Elle n'a pas un côté populaire. Elle n'a pas présenté un côté populaire. Je reviens juste à ça. Je conclus juste avec ce sujet. J'ai bien fait la part de choses. Au-delà de la question, quand on parle de cette présentation, il y a l'ensemble, il y a eu le cadre, il y a eu le comment on l'a fait et autres. Mais j'ai pris l'aspect billet collector. Parce que c'est de ça que je parle. Je sais que le côté festif était vraiment très ancré dans la présentation, de la manière de faire. Mais je parle de billet collector, il n'a pas un caractère festif. C'est un caractère commémoratif parce que c'est un élément d'histoire, un élément qu'on pourrait garder ce soir et garder l'âme en fait de la journée. Je crois que c'était ça la précision. Mais revenons sur la question de Monzitou. Je crois qu'en quelque sorte, Adolphe Monzitou s'est servi de ce qu'on appelle un ressentiment populaire. Il sait qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, beaucoup de gens ne sont pas très favorables avec le rapport RDC-Rwanda, parce que jusque-là, le message qui a été diffusé, ce qui est une réalité, le Rwanda était pour beaucoup dans
les agressions au niveau de l'Est de la République, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si vous allez également à l'Est, on vous dira que le même Rwanda aujourd'hui, c'est un havre pour le peuple congolais qui vit là-bas. C'est-à-dire pour les étudiants. Pour les étudiants particulièrement, les gens entrent là-bas pour des commerces et autres. C'est devenu, dans le rapport de bon voisinage, vous vous rendrez compte qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Et je vous le dis parce que pour la première fois vous arrivez, vous sentez que non, il y a quand même une place pour le Congolais. Ils entrent au-delà de ce qu'il y a eu dans l'histoire. Vous vous rendrez compte que le Congolais, quand ils arrivent là-bas, ils sont un peu comme chez soi, ils achètent et puis ils rentrent et puis voilà. Il n'y a pas vraiment de barrière, il n'y a pas de frontières. Ce qui veut dire que les choses ont évolué. Aller jusqu'au point de déclarer la guerre. Vous savez, mener une guerre, c'est que c'est pas vraiment un élément anodin. On peut se réveiller et puis faut avoir des objectifs, faut savoir pourquoi et quel est le but principal de cette guerre. Il a fait même d'occupation. Oui, mais d'annexion de Rwanda. Oui, mais ça c'est Pas la Poutine, hein. voilà. Vraiment ça c'est vraiment l'esprit Poutine. Je crois que en plein 21e siècle, c'est pas ce qu'on veut. Et aujourd'hui, je crois que dans l'idée, quand il est parti de là, il en a pris, pour exemple, en termes de moyens, comment dirais-je, des sécessions de guerre au niveau de l'Est. Il se sert de ça comme un moyen pour pouvoir mettre fin aux incursions. Mais je crois que c'est pas ça. C'est pas une bonne idée. Il n'est pas parti sur une bonne idée. Quels sont les vrais problèmes aujourd'hui? C'est vrai, on accuserait le Rwanda de pouvoir envier les richesses de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on partage le lac où il y a le gaz méthane. Le Rwanda exploite déjà, nous on n'exploite pas encore. C'est une question politique. Au-delà de ça, derrière le Rwanda, il y a toujours eu la manoir de la communauté internationale, parce que vous le savez aujourd'hui, il y a même des organisations au niveau européen, que moi j'ai vu quelques organisations qui continuent à réclamer. Il y a même des pays, je vous parle en Suisse, où le iPhone, on n'achète plus parce qu'on a compris que c'était le fruit du coltan du sang de la RDC. Et qu'il y a même un Suisse qui se permet de dire non mais je comprends pas quand nous on veut pas, mais je comprends pas comment vous-même le Congolais allez acheter. Le Congolais veut avoir le dernier iPhone. Exactement, c'est ça le plus grand problème. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans cette question de la guerre de l'Est, autant qu'il y a beaucoup de guerres et autant d'enjeux dans la guerre menée maintenant avec le Boko Haram au niveau du Nigeria. Il y a toujours une donne, il y a toujours un aspect géostratégique. Il faut savoir quels sont les éléments essentiels et pouvoir y lutter. Je ne pense pas qu'on est au moment où on peut aller en guerre avec le Rwanda maintenant. L'idée c'est que le Rwanda doit réparer ses erreurs. Ça, c'est une vérité de fait. Mais ça ne se fera pas en allant conquérir le Rwanda et puis l'annexer au Congo. Je crois qu'en plein 21e siècle, il est quand même important qu'on transcende certaines émotions et qu'on aille dans la factualité. Monsieur Mouzito se serait prononcé sans se référer à d'autres leaders de la Mouka, comme Jean-Pierre Bemba, comme Moïse Katumbi. Oui, mais la coordination de la Mouka brille par ça. Les coordonnateurs, ça parle sans consulter les autres. Oui. Il est en train de dire, sans se référer à la Mouka, et sans se référer à ce qui reste de la Mouka. Ça, oui, justement. Enfin, jusque-là, personne n'a déclaré être parti. Hein? Je veux commencer déjà par le fait que, apparemment, l'honorable député Adolphe Mouzito, l'élu du PUL dans l'ex-Grand Bandoulier, semble être en retard par rapport à l'évolution même des événements en ce qui concerne l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'on accuse le Rwanda Tamil. Je ne suis pas pro-Rwanda, je n'ai pas peur du Rwanda, je ne veux pas défendre le Rwanda ici. C'est vrai que le Rwanda en tant que pays frontalier a eu quand même à participer à beaucoup de mésaventures malheureuses à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que nous ne sommes plus dans la configuration des rébellions congolaises armées et soutenues par le Rwanda, comme ce fut le cas avec l'AFDEL, avec le CNDP ou le M23. Apparemment, M. Mouzito n'a pas compris cette histoire. Nous sommes dans le terrorisme. Nous sommes dans le terrorisme. Vous savez, il y a des informations que nous avons lues dernièrement, ça et là, et j'ai compris que, effectivement, dans cette histoire des ADF, j'ai compris les origines, qui sont-ils, ils sont arrivés sur les territoires congolais en quelle année, et pour ne pas aller dans la profondeur, au sein de cette histoire des ADF, il y a 11 nationalités différentes. Nous avons des Centrafricains, nous avons des Sud-Soudanais, il y a les Érythréens, les Éthiopiens, nous avons des Ougandais, il y a les Rwandais, les Burundais, nous avons les Tanzaniens, les Mozambicains, les Sud-Africains et aussi les Congolais de la RDC.
Donc s'il faut rentrer dans la logique de M. Mosito, alors la RDC devra déclarer la guerre à tous ces 10 pays et déclarer la guerre à la RDC elle-même, parce qu'il y a aussi des ressortissants de la RDC qui sont membres effectifs et acteurs principaux dans cette histoire des ADF. Ça c'est et puis de deux, lorsqu'il parle de la guerre contre le Rwanda, apparemment c'est la démographie ainsi que la superficie de la RDC qui semble tromper. Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis ont une démographie, une superficie beaucoup plus importante que celle de la Corée du Nord. Mais ce n'est pas un bon matin que Donald Trump peut se lever pour dire bon, je déclare la guerre à la Corée du Nord. Non. Je l'annexe. Donc, je crois que c'est un problème d'information, un problème d'actualité. Donc, les ADF, ce n'est pas forcément un bras armé du Rwanda pour déstabiliser l'Est du Congo. C'est une organisation terroriste. C'est une nébuleuse. Figurez-vous qu'il n'y a même pas de chef attitré des ADF. Donc c'est vraiment une problématique difficile. C'est pourquoi il faut y aller avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de sagesse. Si on y va à la va-vite, ça va créer des dégâts beaucoup plus sérieux que ceux à quoi nous assistons aujourd'hui à l'Est. Bon, alors, ce sont des choses, déclarer la guerre, peut-être pas, mais reprocher au Rwanda d'être l'auteur des malheurs qui nous arrivent, ce sont des choses que les gens pensent tout bas. Mais alors, pourquoi on reproche à M. Mosito de le dire tout haut? Bon, ça c'est... D'abord, il faut reconnaître une chose à M. Adolphe Mosito, c'est qu'il a réussi à faire parler de la Mouka. Il a réussi à faire parler de la Mouka, qui était devenue... Il a réussi son coup. Il a vraiment fait le buzz. Il fait le buzz en ce moment. La Mouka était franchement aphone, muette, presque inexistante. Le présidium tournant n'a pas su donner une voix et même défendre, militer pour une cause durant les différents présidiums de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi. Mais Adolphe Mosito a le mérite d'avoir fait parler ce présidium. Alors, il a dit tout haut ce que les Congolais pensent tout bas. Et même moi, je ne pensais pas que c'était une option ou une idée qui ferait réagir les gens de cette façon. Quand j'ai lu ou quand j'ai entendu cette déclaration, je me suis dit, du coup, tout le monde va buter en blanc, on va rejeter. Mais à voir comment est-ce que les gens sont partagés. Vous avez 50% qui sont pour cette guerre et qui vous présentent des arguments intelligents et intelligibles. Vous en avez 50 autres qui sont contre et qui vous présentent également des arguments intelligents et intelligibles. Vous dites, mais finalement, c'est quelque chose auquel le Congolais pense. Et je vous dis, en dehors de toutes ces bonnes âmes qui vous présentent, toutes ces bonnes âmes et ces personnes intelligentes, des docteurs en relations internationales, etc., si jamais, à l'heure où je vous parle, guerre serait déclarée contre le Rwanda, vous seriez étonné de voir l'engouement de gens qui, peut-être, qui certainement annexeraient les forces armées pour aller combattre contre ce pays. Bon, c'est vrai que dans la forme, il y a à redire. Mais moi, je pense quand même que, même quand j'entends les réactions de mes co-débatteurs, on a un peu tendance à vouloir, bon, le mot est peut-être fort, minimiser, minimiser l'implication. Non, le Rwanda serait, le Rwanda ceci. Non. Vous voyez, j'ai le sentiment que c'est, voilà, on veut passer du baume sur la responsabilité du Rwanda, oui, d'accord, mais le contexte, etc. Non! Guerre ou pas guerre ouverte comme ça en face du Rwanda, moi je dis haut et fort sur ce plateau que le Rwanda doit payer. Et qu'il doit payer au prix fort sa responsabilité dans la déstabilisation de ce pays, dans les massacres de ce pays et dans le déshonneur et le discrédit dont nous sommes victimes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une stratégie que mène le Rwanda. Ils s'infiltrent, leurs généraux s'infiltrent ici, les autorités d'ici leur donnent la nationalité, ils deviennent des généraux congolais et ça devient un problème congolo-congolais. Vous voyez? Mais ça n'enlève pas moins sa participation dans ce qui s'est passé ici. Dites-moi, vous voulez, parce que nous sommes dans le cadre aujourd'hui, c'est l'ADF, c'est le terrorisme, etc., qu'on tourne la page aussi facilement aux 7 ou 8 millions de morts congolais pour lesquels le Rwanda a, de manière avérée, une responsabilité
sur la disparition de ces Congolais. Vous voulez qu'on passe l'éponge au pillage de nos ressources. Mon co-débatteur en face, un peu M. comme Diana, Thérèse a Kapanga, parlé... la Grosimou qui a dit non, c'est pas la même chose. Comment ça? On passe aussi, on a tendance à mettre aussi du baume. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est une tendance qui est ancrée en nous. Oui. Le Congolais n'a pas la culture de valoriser ses héros et le faire de façon dans la pérennité. Vous voyez, non. Le Congolais n'a pas une culture de transmission des hauts faits de certaines personnes. Patrice Lumumba, une culture de mémoire. Nous n'avons pas cette culture de mémoire. On nous a parlé longtemps d'Henri Nengapeta, on nous a parlé longtemps de Kizito, on a les martyrs de 59, on nous en a parlé beaucoup, les oui, on en parle, on nous en parle toujours, mais quand je dis quelque part aussi, puisqu'il ne faut pas terminer dans le passé, qu'on nous dise aussi, bon. Quels sont ces héros qu'on a oubliés dans l'histoire? Thérèse Kapanga, là, par exemple, j'aimerais sur ce plateau poser une question. Oui. Vous demandez à tous ceux qui sont sur ce plateau de me dire... Il faut inverser le rôle dans ce cas. Permettez-moi quelques secondes, madame, avec la permission de madame Chilombo. C'est une question à laquelle vous allez répondre. Bon, à laquelle nous allons tous répondre, hein, à laquelle nous allons tous réfléchir et répondre. J'aimerais ici sur ce plateau poser la question. Dans le cours d'histoire, les cours d'histoire qui sont dispensés dans nos écoles, quel est le chapitre ou quel est le pourcentage ou la quantité d'informations qui sont révélées, données à nos élèves sur Nengapeta, sur Simon Kimbangu, sur Lumumba, sur Bakanja, etc., etc. Combien quel est le poids que l'on donne dans l'éducation sur la culture de mémoire de ces personnages? Vous vous rendrez compte qu'on passe un peu. Mais nous allons longtemps parler de la France, nous allons longtemps parler de... La question du système éducatif, simplement. Exactement. C'est là que moi je m'insurge déjà même au niveau du système éducatif. Il faudrait qu'il y ait une réforme dans ce sens-là. Une nation ne peut pas être forte si elle ne connaît pas ses origines, si elle ne connaît pas ses racines, si elle ne connaît pas ses fondements. Elle ne pourra pas être forte. Israël, vous avez parlé tout à l'heure de oui, le Rwanda doit payer. Forcément. Donc, on est d'accord tous qu'on ne veut pas de guerre. Hein. Oui, mais en fait, je crois que... Un jour, oui, il y a plusieurs manières, très bonne question. Oui. Il y a plusieurs manières de faire payer au Rwanda ce qui nous a fait. Moi, peut-être je ne suis pas diplomate, mais écoutez, les relations diplomatiques avec le Rwanda devraient quand même aussi, à un certain niveau... refléter notre mécontentement de sa participation dans notre déstabilisation. Par exemple, je ne suis pas diplomate, je ne veux pas faire ici de propositions comme ça détaillées. Okay. Il y a par exemple ça, il y a plusieurs façons de... Alors, M. Diana, on va quand même rappeler, avant qu'on continue, les propos de M. Mouzito qui dit pour régler la situation, il faut faire la guerre au Rwanda. Pour faire la guerre, il faut une armée, un pouvoir fort avec des bonnes finances et occuper le Rwanda. À la limite, annexer le Rwanda au Congo. Ça, ce sont ses propos. Voilà. Je crois que j'aimerais revenir sur ces propos. Oui. Mettons-nous d'accord sur une chose. C'est que pouvoir fort, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, bon, on comprend ce qu'il veut dire. Pour Mouzito, il a toujours partagé l'avis qu'il y a absence de l'État dans certains coins de la République. Il a toujours dit depuis un certain moment. Et quand il parle un pouvoir fort, peut-être pour lui, c'est un pouvoir capable d'aller faire la guerre aux autres et annexer les pays d'autres. C'est-à-dire aller conquérir les pays d'autrui comme autrefois. Mais personne ici, alors je crois personne n'a osé minimiser l'apport nocif du Rwanda dans les guerres de l'Est. Je crois que personne, ça, vraiment, je l'ai dit à mon co-débatteur, il ne faudra pas nous faire porter ces chapeaux-là. On ne sait pas résister aux peuples congolais qui nous regardent. C'est pas ce que j'ai ressenti. On ne peut pas mettre... de vous faire lapider. On ne peut pas mettre du baume sur des questions aussi cruciales que celle-là. Donc, personne ne peut le nier. Mais seulement voyons le problème. Annexer le Rwanda à la RDC, est-ce que c'est le Rwanda qui est perdant ou c'est nous? À cette question, ça sera difficile de répondre parce que vous le savez très bien qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, aller chercher le Rwanda pour l'annexer chez nous, c'est-à-dire on essaye encore déjà que la RDC, vous le savez bien comme moi, qu'en interne, on a un sérieux problème de cohabitation entre la multitude de communautés, des ethnies et autres que nous avons. Et aujourd'hui,
ajouter le problème de rwandais. cohabitation. Il y a 450 ethnies ici et nous vivons en paix depuis des siècles, alors qu'au Rwanda, ils ne sont que deux et ils s'entretuent depuis des siècles également. Je vais vous donner l'exemple clair. Parce que nous, on vit encore depuis un certain moment. Mais dans la plupart des fois, dans les élans, si aujourd'hui le Congo a un problème d'identité nationale, c'est à cause de ces côtés renfermants. C'est-à-dire, vous vous rendrez compte que c'est vrai. On a notre force, c'est qu'on est quand même attaché à notre patrie. On est attaché à notre terre-mère. Mais le problème, c'est que dans le voir ensemble, ça, c'est encore un problème jusqu'à aujourd'hui. Allez voir ce que c'est le parti politique, allez voir ce que c'est les entreprises publiques, allez voir comment on vit dans la société, ce qu'il y a toujours un rapprochement. Même dans les églises, allez voir aujourd'hui. Quand le pasteur est ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. Vous vous rendrez compte que c'est aussi un problème politique, c'est aussi envenimé aussi par les acteurs. La politique a accentué ces côtés-là pour pouvoir gagner un peu de rang. Diviser pour mieux régner. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à pouvoir annexer le Rwanda vers nous. Ça, c'est d'abord sur le plan sociétal, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Parce qu'on amènerait tout le problème du Rwanda vers nous. Et pas, le côté, et pas le moindre. Beaucoup de problèmes. Et vous ne connaissez. Bon, je ne sais pas, peut-être. Moi, j'ai eu à vivre pendant quelques jours avec le Rwandais chez eux. C'est des gens ambitieux et qui n'acceptent pas le second rôle. Les emmener ici, ça veut dire que cette guerre-là, du pouvoir. Après, imaginons qu'aujourd'hui, après, dans le texte, nous sommes signataires de droits internationaux ici, des traités internationaux qui vont nous obliger à accorder une nationalité après ce qui va suivre. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça soit l'idée vraiment que le Congolais aimerait. Alors, quand vous posez la question de comment les Rwandais peuvent payer ou réparer leurs erreurs, je vous parle comment l'Ouganda le répare. Au niveau de la Cour internationale des justices, l'Ouganda est en contentieux, on vient de signer un protocole d'accord, l'Ouganda doit payer, doit réparer avec de l'argent les différentes victimes. C'est vrai que ça ne ramène pas les âmes de Congolais qui sont partis, mais ça fait partie du processus de restauration. Et on peut faire pareil avec le Rwanda et tous les autres qui ont été. Donc je crois qu'il y a plusieurs façons pour que le Rwanda répare ses erreurs sans aller dans une question de guerre. Il a parlé de question d'annexer les guerres. Je crois que dans l'idée de Adolphe Muzitu, l'idée c'est de mettre définitivement fin à cette guerre. Mais il pense qu'aller, en tout cas, conquérir le Rwanda, mais très définitivement. Attaquer le chaud par le chaud, la guerre par la guerre. Je crois qu'à M. Muzitu, il faudra lui rappeler le sort de l'URSS. Il faudra le rappeler, il y a beaucoup de pays, il faudra le rappeler, l'histoire nous renseigne en tout cas qu'un peuple meurtri ne peut jamais rester. Quand on va là-bas pour mener la guerre, ça suppose qu'il y aura de morts. On va annexer le Rwanda, oui, ok après. Mais c'est une guerre sans fin qu'on aura engagée. C'est-à-dire le Rwanda continuera, ça sera dans du ping-pong. C'est un peuple, je l'ai dit ici, très ambitieux. On s'enlise dans une guerre interminable qui fera en sorte qu'aujourd'hui, on vivra une guerre de communauté. Le Rwandais voudrait prendre le pouvoir à leur tour. Et puis, on donnera libre cours. Il faut savoir toujours que le Congo n'est pas à l'abri d'un plan de balkanisation. Ça, faut l'éviter. Le président de la RDC est en train de mener des tractations justement pour que la paix revienne dans la région et aussi pour être en bon terme, il faut dire, avec tous les voisins. Alors, quelque part, M. Muzitu n'est-il pas en train de saper tous ces efforts-là? Bon, heureusement que ce terme est sorti de votre bouche, madame. Vous savez, tout à l'heure, Israël et mon collègue, ils ont parlé du buzz que Muzitu voulait. Il a réussi son coup. Bon, quelque part aussi, je vais vous demander, j'ajoute encore une question toujours pour vous. La prophétie selon laquelle il rendra ce pays ingérable n'est-elle pas en train de s'accomplir? Mais justement, c'est en train de s'accomplir. Sur les réseaux sociaux. D'abord, Muzitu savait qu'il était à la veille d'un voyage difficile à Béni. Et il sait que la population de Béni est dans une large mesure, comme la majorité de la population congolaise, Israël a dit. Nous sommes contre la politique que le Rwanda a menée sur notre sol, surtout en matière d'agression, de morts, tout ça. Ça fatiguait tous les Congolais. Et Muzitu le sait. Donc, pour préparer un accueil chaleureux pour lui et sa délégation. Donc c'est le speech qui devait accrocher. Oui. C'est de la com. Donc, il a fait. Et puis, il a joué tout simplement au populisme. Et il a réussi son coup. Sincèrement, il a réussi. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, Muzitu, j'aime beaucoup. Vous savez, s'il y a un homme politique que j'ai suivi depuis les mésaventures de Genève de l'année passée, c'est entre autres Muzitu, parce que sincèrement, sans froisser les autres cadres de la Mouka, je pense que Muzitu et Matungulu, c'était les éminences grises de cette histoire de la Mouka.
Bon, pas forcément parce qu'ils sont économistes, qui sont des éminents. C'est son avis, il a dit son français. J'ai compris, c'est le choix des économistes en fait. Oui, Matungulu est parti et Mosito est resté. Je l'ai particulièrement suivi. Il lui arrive de dire des choses vraies par moment, mais souvent il bascule aussi dans des paradoxes qui ne savent pas s'expliquer. Mosito a dit qu'il allait créer de l'insécurité au pays pour que les investisseurs ne viennent pas. Monsieur Chichimbi dit que ce sont les réseaux sociaux qui ont fabriqué cela. Non. Moi, ce que j'ai dit en fait, c'est que quand il a dit qu'il rendra le pays ingérable, il le rend ingérable sur les réseaux sociaux uniquement avec sa déclaration, les réactions, mais dans les faits comme ça, il n'a pas ce pouvoir. Mais nous devons quand même nous dire que les investisseurs sérieux ne peuvent pas venir investir dans un pays où plane une menace de guerre. Oui, justement, l'argent n'aime pas le bruit. Et puis, je vais aller plus loin. Vous savez, cette histoire de billets collecteurs ici, Mosito sait l'atelier que cette histoire a provoqué. Et il y a aussi l'histoire d'une photo sur laquelle on voit Félix Tshisekedi et Paul Kagame se tenir par la main. Oui, ça a énervé. Ça fâche. Oui, ça fâche. Et Mosito joue sur de tels aspects pour dire, écoutez, c'est lui que vous prenez comme votre ami, comme votre modèle. Moi, je vous dis à vous, peuple congolais, qu'il est à la base de tous les malheurs que nos compatriotes vivent à l'Est, donc il faut lui faire la guerre. C'est une façon tout simplement de mettre Félix en difficulté. Il est réussi. Non, il est en train de réussir sur ces points. Vous n'avez qu'à... Alors justement, à la com, alors de savoir faire son job, pour que les réseaux sociaux non, en fait, mais malheureusement, il est en train de jouer un très mauvais rôle. Ça veut nous venir de le dire. Le même peuple congolais qu'il est en train d'embarquer dans une mésaventure sans fin risque de le rejeter un jour. On l'a dit. Aujourd'hui, on vous adore, mais demain, on va vous régner sans transition. Mais ce que j'aimerais quand même revenir sur par rapport à cette affaire de Adolphe Mosito, c'est que Adolphe Mosito est quand même quelque part, je dirais, assez victime de sa crédibilité. Il est assez victime de sa crédibilité. Ce n'est pas un politicien, très personnellement, que moi je considérerais comme très crédible du point de vue de ses propos et même aussi du point de vue de son bilan. Du point de vue de son bilan en tant que Premier ministre. Il a quand même suscité beaucoup d'espoir. Mais on a tendance à avoir oublié ça. Il a quand même suscité beaucoup d'espoir quand il a été nommé. Mais par après... les premiers ministres qui ont un bilan. Par après... il faudra le prouver. Savoir lequel. Il faudra savoir lequel. Par après, il n'a pas été... Le seul qui n'est pas sur ce terrain, c'est Augustin Matata Pogno. Pendant les derniers décennies. Par après, il n'a pas su être à la hauteur des attentes de ce que le gouvernement et même le peuple attendaient de lui. Et quand un homme de sa trempe qui a exercé des fonctions comme celles qu'il a exercées dit tout haut qu'ils vont rendre le pays ingérable pour empêcher aux investisseurs de venir investir au pays, pour un homme politique qui a une carrure d'homme d'État, de tels propos, très franchement, ils sont non seulement antipatriotiques, mais aussi irresponsables. C'est aussi irresponsable. En disant ce qu'il a dit là, c'est empêcher la création d'emplois, c'est interdire aux pauvres Congolais qui ne sait pas nouer les deux bouts du mois de nourrir un certain espoir, parce que quand les investissements viennent, c'est de l'argent qui entre, c'est quand même une amélioration économique qui s'installe, etc. Donc, parce que vous avez perdu les élections, vous voulez que tout un pays soit paralysé du fait que vos sentiments n'aient pas été satisfaits. C'est franchement irresponsable, c'est révoltant et c'est le terme haineux qu'on lui colle, non, pas seulement à lui, mais aussi à son champion. À son champion. Vous voyez, donc franchement, ce n'est pas très crédible. Mais cette histoire de guerre, si elle était sortie de la bouche d'un homme politique crédible, je pense que l'on aurait vu ça d'un tout autre œil. Alors bon, vous avez dit, M. Mosito a un bilan qui... le terme qu'il avait utilisé, c'est... Bon, en fait, je ne veux pas faire le travail de Steve Kiwata, qui malheureusement n'est pas là. Et mais qui ne répond jamais à mes appels, il faut le dire. On va les lui transmettre. C'est quelqu'un qui généralement est très, très, très ouvert. Mais je crois que je préfère répondre à votre question à la fin. J'ai entendu si on a soulevé les questions de communication, oui, mais vous savez,
En communication politique ou en marketing politique, c'est qu'il faut éviter les éléments de fuite. C'est-à-dire les genres d'éléments qui ne correspondent pas à l'image de la personne que vous donnez. Je prends un exemple. Il est bon de se servir, je l'ai dit au départ, des problèmes sociétals du peuple pour constituer des éléments de langage. Mais encore faudrait-il être en mesure de dire ce que je promets ou ce que je dis, je serai en mesure de le faire une fois je serai au pouvoir. Dans la communication politique, il y a la dimension éthique qu'il ne faut pas négliger. Même quand on constitue ce qu'on appelle en communication les storytelling, c'est-à-dire le personnage du chef de l'État, il ne faudra pas s'éloigner trop de la réalité. Il faut rester dans l'aspect, dans la tradition, dans les aspirations, mais également les idéaux de la personne. Sinon, on risque de fabriquer une personne fausse. Un mauvais portrait de la personne. Et je crois que, généralement, c'est ce que la Mouka oublie. Et c'est là où je dis souvent qu'ils réfléchissent à très court terme. Un bon politique qui réfléchit à long terme reste toujours dans la factualité. Fait un effort, quand j'ai réfléchi, de rester dans des éléments à ma portée. Est-ce qu'aujourd'hui, si la Mouka était au pouvoir, la priorité serait d'aller mener la guerre contre le Rwanda? Je ne pense pas. Cette guerre, c'est vrai, moi je ne m'hasarderai pas de citer le chiffre parce qu'il n'y a pas eu sondage sur le 50-50, mais il y a quand même de l'opinion favorable sur cette question parce que déjà au préalable, le peuple congolais a une perception très mal du Rwanda. Quand vous demandez qu'on soit à Kinshasa, qu'on soit à Lubumbashi, qu'on soit je ne sais pas moi où à l'Équateur, quand vous parlez du Rwanda, c'est d'abord un État ennemi. Mais avec Musée Laurent Désiré Kabila. Exactement, eux le connaissent, c'est pourquoi on se sert de cet élément-là, pour pouvoir en tout cas s'attirer la sympathie du peuple. Mais le problème c'est que en tant qu'acteur politique, il faut mettre une bonne dose dans son langage. Il faut savoir comment le dire. Il est vrai que c'est une question qui peut faire l'objet d'une réflexion, ce que le Rwanda nous aide parfois pour pouvoir couper court, mais l'idée d'annexer le Rwanda, je crois que même au niveau des officines, on n'a jamais réfléchi à ça. Surtout qu'avec cette déclaration-là, je pense pas que M. Mouzik prendra son avion pour se pointer au Rwanda. Il va passer des bons séjours. Paul Kagame, il a répondu, hein? Non. Non, mais il faut laisser. Kagame n'a pas répondu. C'est un fake news. On a plus c'est un fake news. Faut pas croire alors, ça. justement, par rapport à ce fake news, là, j'avais une question, mais vous finissez. J'avais une question pour. Oui, alors je finissais sur cette question-là. Pour répondre à votre question sur Mozetou, il faudra quand même. Parce que moi, chez moi, particulièrement dans mon parti politique, on aime tellement l'éthique dans la politique que cela ne veut pas dire que parce qu'il est de la Mouka, je réunis ce que Mozetou a fait. Mozetou est le premier à poser les jalons d'une politique économique de fond, c'est-à-dire reconstituer les tissus économiques détruits par l'anarchie, la concussion et autres de Mobutu. C'est parmi les technocrates qui ont posé un peu le base. Il vous souviendra avec l'annulation de la dette extérieure, c'est avec Mozetou, et puis la politique macroéconomique a commencé avec lui pour que Augustin Matata Ponyo vienne prendre le relais qu'il a fait. C'est pourquoi je dis en termes de statistiques, il n'y a que Matata Ponyo qui bat Mozetou pendant ces 2 dernières décennies. C'est le seul. Mais en termes de bilan, Mozetou il a fait quelque chose en termes d'économie. C'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de tout faire parce que le Congo est grand et il faut beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Donc je crois que sur cette question-là, politiquement, il est peut-être bon économiste, mais pas bon politique. Alors voilà, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, autres leaders de la Mouka, ont demandé à Adolphe Mozetou de retirer ses propos qu'ils ont qualifiés d'un peu plus grave ici, mais de thèse perfide. Et qu'en est-il de Martin Fayulu qui, on n'a pas senti une déclaration. Silence radio. Ben justement, c'est qu'il cautionne alors. Bon, ça dépend. Soit il cautionne ou bien il ne veut pas exposer son ami. Bon, ou s'exposer lui-même. Bon, c'est ça. Bon, alors il s'était. Il utilise son veto, comme disent les Américains, un veto des poches. Je refuse de me prononcer et ça s'arrête là. Dieu seul sait ce qu'il est tenté de me jeter derrière sa tête. Est-ce qu'il a? Alors on dit que le fait justement que Katumbi et Bemba aient demandé à retirer, on dit qu'il y a dissension dans la Mouka. Mais c'est tout à fait normal, c'est visible. C'est visible. Parce que nous sommes 4 leaders. Nous sommes 4 leaders d'une organisation. Vous dites une chose, nous 2, nous nous en insurgeons. Celui-là ne dit rien. Ça signifie quoi? Il y a au moins 2 tendances. Au moins 2. Il peut en avoir 3 aussi. Qui ne dit mot consent? Bon, peut-être. Si c'était un vote, les 2 autres gagnent parce qu'il y a 2 pour. Donc ça, il y a 1 pour, 2 contre, ça montre une abstention. Qu'il y a une dissension au sein de cette histoire. Mais donc, de toute façon, c'était une histoire sans avenir. Hein. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Peut-être que je suis un peu très nul, mais c'était vraiment une histoire sans avenir. Parce que déjà, le tout premier, c'était Moïse Katumbi qui disait bon,
Félix Tshisekedi est déjà investi chef de l'État, nous faisons avec, on va mener une opposition républicaine exigeante. Oui, exigeante. Oui. Ça, c'est Moïse Katumbi. Je ne sais pas si Jean-Pierre Bemba s'était déjà positionné publiquement par rapport à cette question. On l'entend pas. Silence radio. Pour Fayoulou, bon, comme dans ses habitudes, lui, quand il prend la parole, c'est Tshisekedi, c'est Kabila, des goujateries, des choses pareilles. Bon, pour Fayoulou, il a gagné l'élection, Tshisekedi c'était un pantin, tout ça. Donc il ne peut pas reconnaître Tshisekedi. Mouzito avait une position ambiguë. C'est quelqu'un que j'ai suivi depuis Genève, je l'ai dit au début. Mouzito a été le premier à avoir le courage de dire sur une radio périphérique, beaucoup suivi à Kinshasa, pour dire bon, Tshisekedi c'était un garçon honnête, parce qu'à Genève, il a dit clairement qu'il ne pouvait pas assumer notre projet, tout ça, il a dit, il va aux élections. Et au lendemain de la proclamation de l'élection, Mouzito a dit, avec une pointe de regret, nos amis du cash préparaient sereinement leur élection et ils ont gagné. Pendant que nous passons notre temps à contester la machine à voter. Il a dit, moi, je n'ai pas pu aller voter parce que je ne pouvais pas voter avec la machine à voter que nous avons passé du temps à contester. Par conséquent, je ne peux pas aujourd'hui, moi, réclamer l'élection de mon candidat. Ah, donc il n'a même pas voté Fayoulou? Non, il a dit. Mouzito l'a dit. Ok. Mouzito l'a dit. Et puis, au sortir de Genève, Mouzito était le premier à dire, je cite, Martin Fayoulou n'a pas été désigné comme candidat commun de l'opposition, mais il a été désigné comme porte-voix de l'opposition avec comme objectif 1. D'obtenir l'abandon de la machine à voter, 2. D'obtenir la révision du fichier électoral et 3. Obtenir le report des élections au cas où les deux premières revendications ne sont pas satisfaites. Ça sortait de Mouzito. Alors qui serait le vrai patron de la Mouka? Mais c'est ça la cacophonie au fond de la Mouka. Donc c'est pourquoi c'est difficile. La Mouka est née avec la bénédiction de la fondation Kofi Annan. C'est difficile de dire aujourd'hui qui dirige là. Qui a tout financé les assises de Genève. Oui, là et quand on connaît Kofi Annan, c'est le patronat européen. C'est les chefs d'entreprise et outre, voilà. Ah. Et Alando, c'est Mo Ibrahim, tout ça, on connaît. Donc, voter la Mouka, c'est faire revenir, on va dire, cet impérialisme au pays. Je crois que la première des choses, ils auraient remis en question le code minier. Je crois que si jamais ils avaient eu le pouvoir. Mais revenant sur la question de la Mouka, encore sur cette question, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faudra pas trop y compter dans la mesure où dire que la Mouka n'avait pas d'avenir, non, je ne pense pas. Le problème, c'est juste que quand on se met ensemble en politique, il faut savoir redéfinir les choses. C'était une coalition électorale. On n'a pas réfléchi à si jamais on perdait les élections, que deviendrons-nous? Ça, c'est la question qui ne se sont pas posées. Et après les élections, connaissant les acteurs politiques qui composaient la coalition La Mouka, moi, je me t'ai dit, c'est difficile qu'ils vivent ensemble parce que c'est des gens qui ont deux points de vue très partagés. Et chacun a son charisme. La conciliation allait exiger beaucoup, mais ce n'était pas impossible. C'était pas impossible. La conciliation allait demander beaucoup, mais c'était pas impossible. L'impossible aujourd'hui, c'est que je me dis, avec cette attitude de la Mouka, l'aspect qu'il néglige le plus, c'est que le lendemain, quand on reviendra avec une candidature commune de l'opposition, quel est le regard que la population va porter sur ça? Parce que c'était une énième fois, la plupart fois dans l'histoire, quand la population compte sur l'unicité de l'opposition, ça n'arrive jamais. C'est vrai que j'ai toujours dit aux gens, bon, la population croit naïvement, mais une opposition, l'unicité de l'opposition, c'est pas un idéal. L'opposition part comme ça, parce que certains peuvent s'opposer à Lila Chilombo parce que, non, je la trouve arrogante, les autres, ça c'est la politique congolaise. Le jour où on apprendra à s'opposer pour des questions de fond, il serait plus facile de se mettre ensemble et réfléchir convenablement. Nous parlons toujours plus de personnes. Nous parlons tous dans la personnification des actes que nous posons ou dans nos perceptions de gens. Je l'aime pas parce que sa tête ne me plaît pas. Et c'est ça le plus grand problème. Je crois que la coalition La Mouka aujourd'hui est l'ombre d'elle-même et qu'aujourd'hui la meilleure des choses à faire, je l'ai toujours dit sur le plateau de télé, c'est rester honnête et sincère. Au lieu d'aller dans une coalition de facettes, ça fragilise encore la Mouka.
il est préférable qu'aujourd'hui, honnêtement, on dise, bon, pour telle raison, moi, je préfère quitter. Comme Matungulu, la fille, il a dit, bon, écoute, pour telle raison, je préfère partir. Non, Matungulu, on parle de débauchage. Non, mais à cet âge-là, c'est faire insulte à son intelligence. En fait, non, c'est faire insulte à son intelligence. C'est un prétexte. C'est pas du débauchage. Matungulu est une intelligence et que c'est ça la preuve même de l'état qu'on veut. On s'est dit, bon, écoute, on a besoin d'une place qui revient à la RDC. S'il y a quelqu'un qui est intelligent, quoi que vous soyez de la MOUCA, de l'opposition, nous, on a besoin de vous pour représenter la RDC dans les firmes. L'intérêt du pays avant tout. C'est l'intérêt de la République avant tout. Je ne pense pas que c'était une question qui devrait faire en sorte qu'il cesse d'être de la coalition la MOUCA, si vraiment on parlait de l'intérêt de la République. Moi, je pense même que... Excusez-moi, M. Dianda. Moi, je pense même que il y va quelque part d'une certaine crédibilité des deux acteurs majeurs de la MOUCA de quitter le navire. Parce que, comme l'a souligné mon co-débatteur, M. Diana, que c'est vrai, plus tard, d'abord la MOUCA n'était pas préparée à perdre. Ils se sont réunis, c'était vraiment une coalition électorale à la base, c'était pour ça. Ils ne s'étaient pas préparés à perdre, ils n'avaient pas préparé un discours au cas où l'on perdait. Ils étaient convaincus, il n'y avait pas d'alternative de défaite, c'était la victoire ou rien. La preuve, ils se sont même plus concentrés dans les présidentielles que dans les législatives. Exactement, exactement. Il y avait vraiment, même si leur champion avait eu le pouvoir, ils seraient obligés de coaliser. Il y aurait forcément coalition ou cohabitation, peu importe. Il serait parti dans la tête de dissoudre l'Assemblée, ce qui emmènerait le pays dans le chaos, dans des crises institutionnelles à répétition. Donc la MOUCA aujourd'hui est en face d'un dilemme. Les ténors sont en face d'un dilemme. Devons-nous rester? Si nous restons d'accord, déjà on ne s'entend pas très bien entre nous. Regardez les présidences insipides de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Il n'y a pas eu un combat qui a été mené au niveau de la MOUCA. Ils n'ont pas milité pour une cause. C'était vraiment insipide, silencieux. Et vous sentez même... S'il y avait eu... ils avaient gagné les élections, ça ne serait pas aussi ce même schéma-là? Mais non, le schéma de la MOUCA, c'était 2 ans. C'était même pas un quinquennat, c'était 2 ans de présidence de Fayoulou. Et puis après, on retourne aux élections. On aurait torpillé la Constitution parce qu'on n'élit pas un président pour 2 ans. On l'élit pour un quinquennat. Vous voyez, donc déjà, il y avait je sais pas comment est-ce qu'ils ont réfléchi. Alors, voilà. Donc, il y a un problème de vision, d'image, avec des déclarations comme celle qu'a faite Adolphe Muzito de rendre le pays ingérable, etc. Avec l'inconstance un peu de Martin Fayoulou, machine à voter, pas machine à voter, et puis finalement son discours... À la veille des élections, les partisans ne savaient plus s'il faut y aller. S'il faut y aller ou pas, et même Adolphe Muzito, je l'apprends aujourd'hui, qui n'a pas voté, c'est quand même sérieux. Alors pourquoi réclamer ces 62% de voix? Sur base de quoi 62% de voix que vous accordez, vous dites avoir obtenu d'une machine dont vous contestez la légitimité. Donc franchement, vous sentez qu'il y a quand même une cohérence à tous les niveaux. À mon avis, Moïse Katumbi, moi je pense qu'il est déjà à mon avis, du point de vue de mon analyse, il est sur le départ parce qu'il a créé son parti. Il a créé son parti. Un parti qui engloutit d'autres partis. Voilà, un parti politique, c'est pas un péché. Un parti tentaculaire. Et puis finalement, il devra diriger son parti, siéger dans son parti, tenir les rênes de son parti. Donc la MOUCA, à mon avis, c'est devenu un boulet. C'est un boulet. C'est maintenant une charge plutôt qu'une fierté. Voilà, c'est devenu un boulet, c'est devenu une charge. Dans les jours à venir, il y aura vraiment des partis. Oui, je voulais rebondir par rapport à ça. L'une des faiblesses de la MOUCA, parce qu'on en parle, c'est l'absence ou la carence d'idées. Il n'y a pas de débat d'idées au sein de la MOUCA. Ils ont focalisé toute leur lutte sur la personne de Fathi, Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Donc, même dans les discours des cadres de la MOUCA, à peine vous sentez des propositions qui soient pertinentes, à peine vous sentez d'idées qui peuvent faire avancer le pays, à peine. La réforme des institutions. La réforme des institutions, oui, c'est pour y revenir. Mais tout ça, un projet qui serait de ces sangas. Ça tourne autour de qui? C'est d'abord moi, Fayoulou, comme président de cette institution.
Ensuite, lorsque Matungulu... Le cas chez le FCC restera Matungulu et Mouzito seront mes amis. à la direction du pays. Mais est-ce qu'il y a crise? Ils ont eux-mêmes restreint leur crise. Monsieur Penge, que nous Est-ce qu'il y a avons crise reçu institutionnelle? le lundi ici, a affirmé Mordicus qu'il y avait crise. Peut-être aussi, j'aurais aimé écouter. Et au sein de la MOUCA, peut-être, certainement, c'est évident qu'il y a crise au sein de la MOUCA. Mais les institutions, elles fonctionnent convenablement. Les acteurs sont à leur place, les rôles sont tenus. Mais à quel niveau il y a crise institutionnelle? Oui, monsieur Oula. Non, merci. Bon, alors, voilà, donc, la question maintenant que je vous pose à tous, disons, à Arthur Doro, vous allez répondre. On va commencer par monsieur Diana. Maintenant, à qui revient ce rôle de réparer la bourde, s'il faut l'appeler ainsi, de monsieur Mouzito? C'est à Félix Tshisekedi, parce que non. avec son homologue rwandais ou Non. Paul Kagame, le comble est que Paul Kagame connaît le politique congolais. Le propos de Mouzito n'engage pas vraiment la République parce qu'il a dit dans le cadre d'un regroupement politique, il a parlé en tant que coordonnateur de la coalition Lamuka. Je ne pense pas que ce soit un chef de l'État de venir corriger sa bourde. Non, c'est aberrant. Le problème, c'est que c'est un problème de communication mal placé. En interne, ils doivent essayer de corriger. C'est vrai, il est normal aujourd'hui, il y a un ressentiment au sein de la population congolaise sur le Rwanda. On est tous conscients de ce que le Rwanda représentait dans la guerre d'agression. Mais le problème, c'est que quand on veut parler, même s'il fallait réfléchir sérieusement sur l'option d'une guerre entre les deux États, je ne pense pas que ça soit la manière et ça soit lui de pouvoir le faire ainsi. Parce qu'une guerre, il faut toujours voir l'aspect téléologique de chaque acte, et surtout quand il s'agit d'engager les forces armées. À la fin des comptes, aujourd'hui déjà, je me dis, avec le processus au niveau de l'Ouganda, c'est qu'on est sur la bonne voie. L'Ouganda va payer des dommages sur ce qu'il a causé sur le sol congolais, et puis pourquoi pas après, ça sera le Rwanda. Et après, il est toujours possible de vivre parce que aussi, il ne faut pas l'oublier, le Rwanda aujourd'hui est devenu un État assez attrayant sur le plan économique. C'est-à-dire, faut pas se voiler la face. Économiquement, aujourd'hui, c'est le pays le plus attrayant au niveau de la sous-région. Et qu'aujourd'hui, on aurait également beaucoup de bénéfices à collaborer que de pouvoir aller en porte-à-faux. Il est vrai qu'il y a des antécédents historiques entre les deux peuples, mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui on peut le garder. Sinon, je vois mal beaucoup d'États vivre ensemble. Il y a eu beaucoup de guerres ça et là, mais aujourd'hui en plein 21e, il est important de le faire, mais seulement le Rwanda, au regard de la gravité de ce que le Rwanda a fait à RDC, il est important pour qu'on, avant de passer à autre chose, que le Rwanda répare. Mais ça ne sera pas par une guerre, c'est pas par l'annexion du Rwanda ici, c'est amener le problème du Rwanda au Congo et on n'est pas prêt de vivre cela. Ils peuvent corriger, c'est une communication, ça arrive, il a de porte-parole. Monsieur Chichimbi. Par rapport à la déclaration de Adolphe Mouzito. Oui. Bon, c'est vraiment une déclaration anachronique parce qu'on peut au 21e siècle annexer, nous ne sommes plus à l'époque des conquêtes de royaumes, nous ne sommes plus à l'époque Alexandre le Grand, Guillaume le Conquérant ou quoi là, je sais pas, il s'est peut-être mis dans la peau d'une Russie qui allait annexer la Crimée, mais Astérix avec les Gaulois. Non, nous ne sommes plus à l'époque nous ne sommes plus au 15e, 16e siècle. Non, c'est pas possible. C'est quand même assez fou de, pas la personne, hein, les propos sont assez fous. Ils sont assez forts, j'allais dire. De les tenir. Oui, de tenir des propos comme ça d'annexion. Le droit international ne s'y prête pas. Donc, mais qu'à cela ne tienne, il a révélé tout simplement, Adolphe Mouzito a le mérite d'avoir révélé au grand jour ce que beaucoup de Congolais pensent, à savoir que le Rwanda devra un jour ou l'autre rendre compte de ce qu'il a fait, de tout le mal qu'il a fait à la RDC. La forme n'est pas la bonne, l'annexion, n'est pas la bonne, mais le fond de rendre des comptes, nous le partageons tous sur le plateau. Monsieur Boulaboumba, c'est vous qui terminez par vos propos cette émission. Merci pour l'honneur que vous me faites, madame. Je crois que mes co-débatteurs l'ont dit. Les propos d'Adolphe Mouzito, tout le monde convient autour de ces plateaux que ce sont des propos pour les moins irresponsables, j'allais même dire irrespectueux aussi à l'endroit d'un pays, ami et frère comme le Rwanda. Peu importe le mal que ce pays a eu à fomenter contre notre État-nation,
c'est quand même un pays AMFL qui mérite d'être traité avec respect et considération. Le mal qu'il a fait, et je crois qu'il y a des instruments juridiques internationaux sur base desquels le Rwanda devra être amené d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, à payer pour tout le mal qu'il a fait sur notre pays. Parce que mal, il y en a, hein, il y en a effectivement. Bon, quand tu as ce qu'il y a comme crédit à accorder à ces propos, je crois que je l'ai déjà dit, ce sont des propos qui relèvent du populisme. Est-ce que le pays, notre pays, la RDC, a besoin d'une guerre aujourd'hui? Je doute. Je pense qu'aujourd'hui, le pays, Congo démocratique, a besoin d'améliorer son système de santé, son système éducatif, de rendre compétitive son économie. Le pays a besoin des infrastructures pour décoller. Le pays a besoin de mener une diplomatie agressive, de manière à rallier autour de lui des grandes puissances qui peuvent, d'ailleurs, d'une façon ou d'une autre, influer dans les jeux des relations internationales sur nos voisins directs, afin que tout soutien qu'ils apporteraient, qu'ils apportent bien sûr, tout soutien qu'ils apportent aux groupes armés, puisse être, de toute façon, puisse être retiré ou bien puisse être abandonné. Je crois que c'est ce dont le pays a besoin aujourd'hui. Et par rapport à la guerre, par rapport à l'insécurité à l'Est, je constate quand même que malheureusement, il y a toujours des considérations d'ordre politique qui priment parfois sur les sentiments nobles. Moi, je crois que c'est l'heure que tous les politiques, de toutes tendances confondues, puissent créer une union sacrée autour de ces problèmes d'insécurité à l'Est. Réfléchir correctement, sans dénotation ni coloration politique, quelle est la problématique par rapport à l'insécurité à l'Est, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à court, à moyen et à long terme. Je crois que c'est ce dont le pays a besoin aujourd'hui. Voilà, merci à vous d'être venu, d'avoir répondu oui à mon invitation. Et merci aussi à vous. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est l'avant-dernière émission que je fais pour cette année 2019. Wow. Alors, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Et voilà, on se revoit le lundi. Au revoir.